Dans l'abîme du temps, une nouvelle d'Howard Phillips Lovecraft. Après 22 ans de cauchemars et d'effroi, soutenu par la seule conviction désespérée que certaines impressions sont d'origine imaginaire, je me refuse à garantir la véracité de ce que je crois avoir découvert en Australie occidentale, dans la nuit du 17 au 18 juillet 1935. On peut espérer que mon aventure fut en tout ou partie une hallucination. À cela, en effet, il y avait de nombreuses raisons. Et pourtant, le réalisme en était si atroce que parfois tout espoir me paraît impossible. Si la chose s'est produite, alors l'homme doit être préparé à accepter, sur l'univers et sur la place que lui-même occupe dans le tourbillon bouillonnant du temps, des idées dont le plus simple énoncé est paralysant. Il faut aussi le mettre en garde contre un danger latent, spécifique, qui, même s'il n'engloutit jamais la race humaine tout entière, peut infliger aux plus aventureux des horreurs monstrueuses et imprévisibles. C'est pour cette dernière raison que je réclame, de toute la force de mon être, l'abandon définitif de toute tentative d'exhumer ces fragments de mystérieuse maçonnerie primitive que mon expédition se proposait d'étudier. Si l'on admet que j'étais sain d'esprit et bien éveillé, mon expérience cette nuit-là fut telle qu'aucun homme n'en a jamais connue. Ce fut en outre une effroyable confirmation de tout ce que j'avais tenté de rejeter, comme autant de fables et de rêves. Dieu merci, il n'y a pas de preuve, car dans ma terreur j'ai perdu l'épouvantable objet qui, s'il était réel et tiré en effet de ce dangereux abîme, en eût été le signe irréfutable. J'étais seul quand j'ai découvert cette horreur, et jusqu'à présent je n'en ai parlé à personne. Je n'ai pu empêcher les autres de creuser dans sa direction, mais le hasard et les éboulements de sable leur ont toujours évité de la rencontrer. Il me faut aujourd'hui rédiger une déclaration définitive, non seulement pour mon équilibre mental, mais pour mettre en garde ceux qui me liront sérieusement. Ces pages, dont les premières sembleront connues aux lecteurs attentifs de la grande presse scientifique, sont écrites dans la cabine du bateau qui me ramène chez moi. Je les remettrai à mon fils, le professeur Wingate Paisley, de l'université de Miskatonic, seul membre de ma famille qui me resta fidèle, il y a des années, après mon étrange amnésie, et le mieux informé des faits essentiels de mon cas. Il est de tous les vivants le moins enclin à tourner en dérision ce que je vais raconter de cette nuit fatale. Je ne l'ai pas informé de vive voix avant de m'embarquer, pensant qu'il préférerait la révélation sous forme écrite. Lire et relire à loisir lui laissera une image plus convaincante que n'aurait pu le faire le trouble de mes propos. Il fera de ce récit ce que bon lui semblera, le montrant avec les commentaires appropriés dans tous les milieux où il pourra être utile. C'est à l'intention de ces lecteurs mal instruits des premières phases de mon cas que je fais précéder la révélation elle-même d'un résumé assez détaillé de ses antécédents. Je m'appelle Nathaniel Wingate Paisley, et ceux qui se rappellent les récits des journaux de la génération précédente, ou les correspondances et articles des revues de psychologie d'il y a 6 ou 7 ans, sauront qui je suis et ce que je suis. La presse était pleine de circonstances de mon étonnante amnésie de 1908-1913, insistant sur les traditions d'horreur, de folie et de sorcellerie qui hantent la vieille ville du Massachusetts où je résidais alors comme aujourd'hui. Je tiens encore à faire savoir qu'il n'est rien de dément ou de malfaisant dans mon hérédité et ma jeunesse. C'est un fait extrêmement important si l'on songe à l'ombre qui s'est abattue si brusquement sur moi, venant de sources extérieures. Il se peut que des siècles de noire méditation et de
Sample complete. Ready to continue?